Alors, j'en arrive maintenant aux comètes, et notamment, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la mission Rosetta, qui est une mission qui est partie en 2004. Alors, pour qu'une mission spatiale parte en 2004, il faut que des gens, 20 ans précédemment, aient convaincu l'Agence spatiale européenne que c'est la mission qu'il fallait lancer. Donc, on met à bord de ce satellite artificiel Rosetta un petit lander et on espère en fait euh, aborder une comète. Et cette comète, c'est la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Alors la comète Churyumov-Gerasimenko, c'est une planète interne au système solaire. Donc là, ici, on voit le Soleil. Et puis ici, on voit la Terre. Et on voit Mars. Et on va se rendre compte que déjà, si on suit la trajectoire de la comète ne traverse pas la trajectoire du Soleil. Donc, a priori, il n'y a aucune chance que la comète ne s'écrase sur la Terre, puisqu'elle ne s'approche jamais assez de la Terre. La Terre a toujours une orbite intérieure au Soleil. Alors, pour que le satellite puisse se poser sur la comète, il faut qu'ils suivent exactement la même trajectoire pour que leur vitesse relative soit lente. Alors pour ça, eh bien, on va se servir des effets catapultes. Et alors les autres boucles que je ne décris pas, c'est le voyage de la sonde qui va être catapulté plusieurs fois par la Terre pour prendre de la vitesse, puis par la Lune pour reprendre grossièrement la trajectoire de la comète et pour arriver sur la comète ou vers la comète au moment où cette dernière se rapproche de la Terre. Ça met à peu près quelques années, la comète met quelques années à arriver là-dessus. Donc, entre 2004 et la phase d'accélération et 2014, la phase de contact, il s'est passé 10 ans pendant laquelle la sonde globalement a dormi le temps qu'elle trouve sa trajectoire. Alors, il faut imaginer que la Terre, elle circule sur son orbite quasi circulaire, enfin légèrement elliptique, autour du Soleil de façon très naturelle. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a mis le satellite sur cette orbite-là, lui aussi, il va avoir une orbite naturelle. Et c'est juste à la fin qu'on va faire marcher un petit peu les moteurs du satellite pour la rencontrer. Alors sur cette frise chronologique, on voit que la mission a été lancée en 2004 et puis qu'elle a été catapultée par un passage proche de la Terre en mars 2005, donc ça a mis déjà une petite année, elle a fait un petit tour, puis catapultée par Mars, puis revenue vers la Terre pour être à nouveau catapultée, passer autour de près d'un astéroïde par curiosité, entre guillemets, puis repasser près de la Terre, et enfin, hop, envoyé en 2010 pour un long voyage, d'à peu près la même période naturelle que la comète, pour aborder la comète alors qu'elle s'approche du Soleil, le 6 août 2014. On réveille le satellite et il envoie des images, et on découvre cette comète dont on ignorait la forme. Alors, les premières images qu'on découvre à l'été 2014, c'est celle de ce qu'on a appelé le canard. On voit une espèce de tête, ça ressemble à un petit canard en plastique jaune. On voit très clairement que la comète, on imaginait que c'est une boule de neige sale, c'est plutôt une espèce de deux agrégations d'édifices rocheuses avec des parties presque sableuses, d'autres parties rocheuses. Et tout ça, parfois, alors ça c'est une photo extrêmement rare, créant des grands jets de matière et de poussière, et que cette poussière, elle, dégaze, et c'est ça qui donne la queue de la comète. Alors, les petites histoires, c'est que comme l'atmosphère de la comète est très poussiéreuse, eh bien, le Rosetta avait du mal à s'orienter, puisque Rosetta s'oriente en repérant les étoiles, mais dans son champ de vision, ici, là, ce n'est pas des étoiles filantes, c'est de la poussière qui provient de la comète. Et donc, s'il y a trop d'étoiles filantes, entre guillemets, c'est-à-dire si on est trop près et qu'il y a trop de poussière, Rosetta peut se perdre, et elle a failli se perdre plusieurs fois. Et donc, plus elle s'approche du Soleil, et plus elle émet de gaz et de poussière, et plus elle crée, entre guillemets, des étoiles filantes, et plus la sonde a dû s'éloigner. Mais bon, là, elle n'a pas été perdue. Et donc, la prouesse de cette mission-là, ça a été de lancer un petit lander qui s'appelle Philae sur la comète pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il faut imaginer que la comète n'est pas très très grande, elle fait 4 km sur 5 km, et ça c'est la taille de la tour Eiffel pour vous donner une idée, elle n'est pas très grande, mais quand même c'est de l'ordre de la région de Paris ou de Paris, et elle tourne sur elle-même en 12 heures. Mais comme elle n'est pas massive, il y a très peu de gravité. Et donc, quand vous lancez un objet à quelques kilomètres d'altitude
vers un corps qui a très peu de gravité, ben, ça met beaucoup de temps de descente. Alors, le site d'atterrissage, il avait été choisi comme un endroit plat et sablonneux de telle sorte que le lander puisse s'écraser. Et donc, voilà l'histogramme de la phase de largage de Philae. Là, c'est Rosetta, le porteur, et puis il va se diriger droit vers la comète, et puis il va lâcher avec une certaine vitesse le Philae qui va filer en ligne droite et aussi légèrement attiré par la gravité vers la comète. Sauf que ici, on est à quelques kilomètres et le temps que ça tombe, eh ben, il va se passer 7 heures. Et donc en 7 heures, ce qui se passe, c'est que la comète, elle tourne autour d'elle-même. Donc en fait, il a fallu lancer le lander en ligne droite, je dirais, au côté opposé, au quasi-côté opposé à la comète. Donc il n'était rien de moins sûr que le lander Philae arrive au bon endroit. Et puis donc une fois que Rosetta a pris la bonne orbite et qu'a mis la bonne vitesse initiale, elle repart pour changer. Alors, ça ressemble un petit peu, vous savez, à ce sport qu'est le curling. Vous lancez la masse et puis après, hop, vous la laissez tomber, sauf qu'il n'y a pas moyen de frotter ou de changer la direction de la trajectoire. On espère juste que ça tombe au même endroit. Et là, c'est tombé au bon endroit. Sauf que, comme il y a très peu de gravité, alors là, on vous met l'équivalent de la gravité. 100 kg, ça correspond à 1 gramme. Donc, il faut imaginer qu'on envoie un caisson qui pèse quelques kilos et qui a un poids équivalent de quelques grammes ou milligrammes. Et donc, ça rebondit très facilement, il n'y a pas de gravité et ça remonte très très haut. Et donc, même si elle a mis 7 heures à parcourir, donc à descendre tout doucement pour parcourir, elle est arrivée dans le sable, exactement au bon endroit, ou presque, mais elle a rebondi tout simplement parce que le lander n'a pas pu s'accrocher à la surface de la comète qui était trop friable. Il y avait plusieurs moyens de s'assurer que ça reste coincé. L'un, c'était simplement des grappins. Bon, mais quand on est dans le sable, les grappins n'ont rien donné. Le deuxième, c'était qu'il y avait du gaz qui allait être propulsé, mais on savait que la bouteille était percée, ça ne marcherait pas. Et le troisième, c'était une petite explosion. Pareil, quand le Philae arrive, pouf, ça doit exploser, sauf que les pétards étaient périmés et ils ont essayé aussi les pétards qu'ils avaient stockés sur Terre, ils n'ont pas marché non plus. C'est-à-dire qu'en 20 ans de voyage dans l'espace, les pétards n'ont pas marché. Et donc du coup, elle est repartie. On ne savait pas si elle allait revenir et elle a fini par retomber 2 heures plus tard dans un second, puis encore plus tard, et elle s'est coincée à l'envers. Alors on sait que Philae a quand même impacté la comète parce que depuis le satellite, on a vu cet impact et puis on voit ici Philae et son ombre. L'image n'est pas très bonne, mais on voit clairement le Philae et l'ombre et on voit le premier point d'impact. Ce qui se passe, c'est que quand le lander a tapé sur la comète, il a généré tout un nuage de poussière locale et notamment il a saturé un spectromètre de masse dont je vous ai parlé. Donc c'est un appareil qui mesure la masse des constituants de gazeux autour, ou gazeux ou solides, mais enfin la masse des éléments. Et donc, quand ça a tapé, le premier spectre a montré qu'il y avait des pics à certaines masses. Et ça, c'est un article que je vous ai mis ici, qui a été publié peu de temps après, et c'est le seul article qui a été utilisé par cet instrument, puisque, en fait, quand il a tapé le sol, le détecteur de masse s'est mis en marche, et on a pu détecter donc toutes ces masses, et ces masses, ça correspond à leur 18-16, et avec de l'imagination, on peut y attribuer des produits chimiques, et on voit que, en fait, sur la comète, on a toute une famille de produits chimiques potentiels, tels que des alcools, des carbonines, des amines, des nitrites, des amides, des isocyanates. Donc, je ne fais pas le détail de toutes ces formules chimiques. Ça, c'est une explication possible, mais il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une richesse moléculaire à la surface des comètes. C'est-à-dire que toutes ces molécules-là, c'est des molécules
littéralement extraterrestres, puisqu'on les trouve sur les comètes. Donc, notamment celle-là, la formamide, c'est la brique élémentaire pour fabriquer des acides, des bases nucléaires utilisées pour la biologie. Alors, on en revient à notre comète. C'est une comète relativement sèche, puisqu'elle a, disons, au moins autant de poussière que de glace, et elle a un fort taux de deutérium. Elle est très enrichie en deutérium, bien plus que la Terre. Donc, ça remettait un peu en cause le fait que nos océans soient complètement peuplés ou uniquement peuplés des météores, puisque on trouve quand même des taux dans les comètes importants. Et après tout, les météores sont simplement des comètes, entre guillemets, qui ont croisé la route de la Terre. Alors, quand on va regarder les autres planètes, on peut se poser la question des compositions chimiques des autres planètes, mais c'est pas si simple que ça, parce qu'elles ont chacun leurs difficultés. On ne peut pas arriver à la surface de Vénus sans être écrasé par la pression. Les autres sont très lointaines. On a des données sur Saturne et les quelques missions qui ont été autour, mais c'est difficile de voir. Et donc, sans aller au-delà de la définition du système solaire, j'ouvre simplement la porte au fait qu'on a découvert des milliers d'autres planètes qui sont de toutes sortes. Il y a des Jupiters chaudes, des Jupiters froides, des planètes presque comme la Terre. En fait, tous les systèmes solaires ou stellaires autour de nous comportent des planètes. C'est quelque chose de très courant. Après, on peut se poser la question sur notre Terre, qui a 4 millions et demi d'années, 4 milliards et demi d'années, abrite la vie, et même une forme intelligente de vie, et même plusieurs formes intelligentes de vie, dont l'espèce humaine. Et on peut se poser quelle est la définition de la vie et quelles sont les conditions d'apparition de la vie. Est-ce que c'est spécifique à la Terre? Est-ce qu'il faut vraiment de l'eau liquide et une température clémente pour que la vie naisse? Ou est-ce qu'à partir de ces briques qu'on trouve sur les comètes, on peut fabriquer de la vie, puisqu'on a déjà des molécules dites prébiotiques dans n'importe quelle condition? Ça, c'est une question qui reste évidemment ouverte. En tout cas, ces éléments proviennent vraiment de la phase pré-terrestre. Enfin, on peut même se poser la question de l'origine de la vie sur Terre. La vie sur Terre, elle est détectée aussi loin qu'on peut trouver des roches. C'est-à-dire aussi anciennes soient les roches qu'on puisse trouver sur Terre, on trouve des traces d'archéobactéries sans doute. Ça veut dire que la vie s'est développée assez vite sur Terre. Et donc, ça laisse à penser que il y a plusieurs personnes de la communauté scientifique qui pensent que finalement, il y a beaucoup d'autres conditions que celles qu'on connaît sur la Terre qui permettent à la vie de se développer.